Léna m'avait envoyé chez le radiologue, le détective. En 2 temps, en 3 mouvements, il avait identifié, piégé et serré le coupable. Les chirurgiens étaient intervenus avec un travail propre, nickel, au couteau. Et puis c'était le tour des anapathes. Alors eux, ce sont mes préférés. Les services discrets. Ils connaissent tout, ils voient tout, ils identifient tout et classifient tout. Ah, la police scientifique. Voilà mon échantillon. Les chirurgiens viennent à l'instant de le prélever. Il est tout frais. Ah, il paraît qu'il va faire progresser la science. Je vous le mets dans la haute ? Oui, très bien, Ouais. s'il vous plaît. Ah, merci. Bon voyage. Voilà. Mon échantillon était enfin bouclé. En garde à vue. Entre les mains des anapathes. Bon, pour commencer, ils allaient vérifier son identité, voir qui il était et surtout, lui coller un numéro sur le dos. Le poids, la taille, l'aspect, les rondeurs, la longueur. Ils allaient le décrire sous toutes les coutures. C'est la prochaine pièce qu'on va faire. Ok. Une orchidectomie pour Monsieur Pat. Parfait. On va commencer par peser la pièce. 51 grammes. Le prélèvement, il mesure combien? 5 cm de hauteur. La largeur fait 3 cm. Très bien. La tumeur, elle mesure combien? 3,5. La largeur, 2 cm. D'accord. Quel est son aspect? Donc elle a un aspect très hétérogène. D'accord. Avec des remaniements hémorragiques. Ok. Et on peut dire qu'elle est mal limitée. Très bien. Maintenant, on peut la couper. Donc je vais désépaissir le prélèvement. On va faire une photo de la tumeur. Donc on va inclure la tumeur en totalité dans une cassette, en prenant soin de mettre la lésion directement en bas de la cassette. Ensuite, le prélèvement est mis en formol. Le suspect allait bientôt être cuisiné. Mais pour ça, ils allaient le mettre au fond du trou pendant 14 heures. Juste pour le déshydrater. Plus une goutte d'eau. Ha! Il allait pas du tout apprécier ça. Ça, c'est sûr. Nous sommes donc à l'étape de l'inclusion. J'ouvre la cassette en jetant le couvercle. Je prends le moule adapté au prélèvement. Je vais mettre au fond du moule un peu de paraffine chaude de façon à inclure l'échantillon. Je prends la cassette, je rajoute un peu de paraffine liquide et je dépose sur la platine froide pour former un bloc de paraffine avec l'échantillon à l'intérieur. Il fait moins le malin maintenant, hein. Allez, dans le bloc, dans la paraffine. Bien coincé dans sa cellule, il va bientôt tout nous dire. En tout cas, tout ce qu'il sait. Oh oui, il va nous offrir des aveux circonstanciés. Donc là, on va couper notre fameux bloc et déposer donc la coupe sur un bain-marie à 35 degrés. Ensuite, avec une lame au nom du patient, elle va repêcher l'échantillon. On lui refait le portrait, mais cette fois-ci, à la Picasso. On fait de nouvelles lames, on y appose des anticorps pour voir s'il y a des antigènes et des protéines spécifiques. Et c'est parti. L'interrogatoire peut commencer. Je t'ai fait venir parce que c'est toi qui as fait la macro de cette pièce. Oui, effectivement. Donc, il s'agissait d'une lésion qui était relativement mal limitée, qui mesurait 3,5 cm de grand axe. D'accord. Et qui avait un aspect remanié hémorragique en macroscopie.
À l'examen macroscopique, elle ne semblait pas envahir les autres structures. Au point de vue microscopique, là, ce que tu peux voir là sur l'écran, c'est plein de grandes cellules comme ça, à un noyau nucléolé, avec un stroma lymphoïde très abondant, et ça évoque en premier un séminome. Dans une enquête, il y a toujours de la paperasse. Mais la paperasse, c'est essentiel. C'est rentrer dans l'histoire. C'est ce qui reste. Ça évoque en premier un séminome. On peut confirmer le diagnostic de séminome PT1N0R0. Donc c'est plutôt bon pronostic pour le patient. Et moi, dans tout ça, moi, je crois que je veux un face-à-face. On appelle ça une confrontation. Je veux le voir, les yeux dans les yeux. Vous voulez regarder la tumeur au microscope? Ah mais oui, bien sûr, j'attends que ça. Je peux. Ben regardez. Oh, mais c'est chez moi. C'est mon environnement, c'est ma maison. Mais je reconnais mon jardin. Qu'est-ce que c'est que ça? Coucou, surprise, c'est moi, ton précieux. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Et elle est pas belle la vie? Sors de là. Qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Ici, j'ai tout ce que je veux. Je peux boire, je peux manger, et puis je peux me démultiplier. Regarde comme j'ai proliféré. Regarde, je suis partout. T'as vu mon KI67, comme il est élevé? Tous les noyaux alentour l'expriment. Oui, ça envahit la totalité des tissus. Mon nom maintenant, c'est PT1N0R0. Et puis approche-toi. Oui, approche-toi. J'ai une révélation à te faire. Coucou. Mais c'est moi. Mais bien sûr, c'est moi. Qu'est-ce que tu croyais? Que ça allait être un étranger? Mais non. Toi, c'est moi et moi, c'est toi. Et puis, regarde ce que je leur ai fait, hein, à tes soldats de l'inflammation. Bah oui, crac. Regarde ton CD8 là, tout carbonisé. Ton lymphocyte, ici, il ne bouge même plus. Et ton petit PDL, regarde. Oh, il est tout cramouille-mouille. C'est comme ça. Stop. Ça suffit. Je crois que t'as absolument rien compris. Le chirurgien nous a complètement séparés. Exérèse totale et complète. Quoi? Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Tu vas finir le restant de tes jours dans une petite boîte entourée de 250 000 de tes copines. Mais non, tu ne peux pas me faire ça. J'étais si bien ici, regarde, avec mes amis, tout ça. J'étais le roi. Non, s'il te plaît, non, non, non. Je suis ton unique, ton immortel. Oh, je suis ton précieux. Oh non, non. Oh, voilà une nouvelle. C'est un sein ou une prostate? Mais je ne suis pas qui vous croyez, madame. Laissez-moi sortir d'ici. Je ne suis pas un numéro. Allez, te mets pas en boule. Tu verras, tu seras bien ici. Et puis, l'éternité, c'est pas très long, hein. Non, je ne suis pas un numéro. Je suis un fragment humain. Tu sais, il y en a qui ont servi à écrire des publications. Ils sont célèbres. Bonjour à tous, vous venez de visionner un mini-reportage fictif tourné dans le service de pathologie du CHU de Bordeaux. Cette mise en scène décalée, grâce à Philippe qui a accepté de donner son corps à la science, nous permet d'illustrer les propos scientifiques et de découvrir la production et l'analyse des images de la tumeur au microscope. Nous allons maintenant donner la parole à nos 3 intervenantes du jour. Pour cet épisode 2, l'image démasquée de notre série Images et cancer, une enquête en série, Christelle Arnaud-Clavry. Bonjour Christelle. Bonjour. Donc vous êtes une ex-patiente opérée d'un cancer du sein et nous vous avons fait visiter le laboratoire de pathologie en amont de ce tournage et donc vous allez nous raconter votre ressenti avant et après la découverte de ce parcours. À vos côtés, Sarah Mangui. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc vous êtes médecin anatomo-cytopathologiste, autrement dit anapath au CHU de Bordeaux et vous êtes également chercheuse à l'INSERM. Et enfin, Béatrice Vergier. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous êtes la responsable du service de pathologie du CHU de Bordeaux. Vous avez accepté très gentiment de nous ouvrir les portes et ce fut très courageux de votre part. Merci à vous. Je vais commencer par vous poser la première question.
Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer quel est l'objectif final de toutes ces étapes que l'on fait subir à l'échantillon que nous venons de voir dans cette vidéo ? Alors d'abord, je réagis un peu sur la vidéo, c'est vraiment génial parce que ça vous permet aussi de voir que pour arriver à une image microscopique, il y a toute une chaîne de personnes. Et chacun doit faire son boulot le mieux possible et ça se fait de façon très artisanale finalement. Et donc l'objectif final de tout ça, c'est de pouvoir aboutir à une image microscopique sur une lame. À partir de la tumeur, on fait une image, on l'analyse soit au microscope, soit sur un écran, ça va venir. Et le but, c'est de faire un diagnostic. Alors, le diagnostic, ça peut être, dans une majorité des cas, et on est là pour ça, un diagnostic de tumeur, bénigne ou maligne. Mais ça peut être aussi, on peut examiner de la pathologie inflammatoire, des maladies auto-immunes comme le lupus, des rejets de greffe. Là, vous voyez, je suis de garde sur le rejet de greffe du foie. La phétopathologie, les fœtus qui sont... Voilà, donc c'est extrêmement varié. En fait, c'est toute l'analyse des cellules et des tissus. Et en fait, cette analyse, on fait une interprétation médicale, puisqu'on a besoin de connaître le dossier du patient. C'est pour ça que notre spécialité, c'est une spécialité médicale qui fait partie des spécialités médicales, parce qu'on intègre le dossier du patient dans l'analyse de ce qu'on fait. Est-ce que ça veut dire que toutes les pièces opératoires, que ce soit des biopsies ou n'importe quel échantillon, pas forcément de cancer, transitent par votre service ? Oui, tout à fait. Et en fait, on est la fin de l'entonnoir. Et obligatoirement, ça passe par le service. Bien sûr, aucun chirurgien, aucun médecin ne jette les échantillons à la poubelle. Et donc, il y a toujours besoin d'une analyse et il y a toujours besoin d'un diagnostic avant de traiter le patient. Sur le plan médico-légal, c'est même obligatoire. Voilà. Et donc c'est ce diagnostic, grâce à l'analyse des cellules que vous allez faire, qui va potentiellement aider à décider le traitement pour le patient ? Exactement. Merci beaucoup. Christelle, on vous a opéré donc, d'un cancer du sein assez récemment. Et donc, voilà, on vous a emmené visiter le laboratoire pour justement préparer cette table ronde. Quel était finalement votre ressenti avant de vous rendre compte de tout ce que c'était le parcours ? Et qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait arriver à votre tumeur ? Qu'est-ce que vous imaginiez ? J'étais loin d'imaginer qu'on gardait des échantillons. Alors, j'avais déjà vu une exposition sur le parcours de l'échantillon. Mais bien avant ça, non, je pense, pour moi, on étudiait la tumeur. Peut-être qu'on faisait des comptes rendus papier, mais non, je ne pensais pas qu'il y avait un laboratoire qui regardait les tumeurs. Et moi, j'ai beaucoup appris. Ça m'a passionnée, vraiment. Et puis, au-delà de ça, il faut quand même saluer vos collaborateurs et collaboratrices, parce que... Oui, enfin, il y a... Ils sont à la base du démarrage de tout traitement. Oui. Bon, après, quand j'ai vu qu'il y en avait qui mesuraient avec la règle, là, je pensais au départ que ça pouvait être un peu plus élaboré. Non, mais c'est vrai, quand on voit quelqu'un avec un double décimètre qui mesure, on a du mal à imaginer. Finalement, on est rassuré parce qu'on se dit, si on a une récidive, une rechute, peut-être que... À partir de ces éléments-là, on pourra mieux me soigner, mieux apprendre les choses. Et finalement, ça m'a rassurée. Parce que les échantillons qu'on voit qui restent conservés dans le service, finalement, vous pouvez vous en servir, vous, ultérieurement, si jamais il y a une nouvelle rechute ou quelque chose. Oui, c'est ce qui fait un peu notre modestie et la nécessité d'être un peu humble, parce qu'on peut revenir 10 ans après, si vous avez fait une rechute, une métastase qui a un type histologique un peu différent de ce que vous aviez initialement, on peut toujours revenir sur le prélèvement et puis se rendre compte que les connaissances ont évolué, donc le diagnostic a changé, ou voir les traitements qu'on peut utiliser ont changé. Donc c'est vrai que ça nous rend extrêmement humbles, parce qu'on peut toujours revenir sur éventuellement nos erreurs ou améliorer le diagnostic. Et donc ça, c'est très bien, c'est vraiment très important. Et puis on peut faire de la recherche dessus, comme on le verra avec Sarah. Voilà. Et alors, qu'est-ce que justement les médecins anapathes regardent quand ils observent les cellules au microscope ? Qu'est-ce qu'ils analysent ? Qu'est-ce qu'ils regardent ? Alors, on dit toujours que c'est une belle lésion. C'est catastrophique parce qu'en fait, on a un patient derrière, donc c'est pas toujours une belle lésion pour le patient. Mais c'est vrai que c'est esthétique, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'on analyse ? On analyse la différence entre ce qu'on voit là sur l'image et le normal. Voilà, donc il faut connaître le normal pour pouvoir dire là c'est pas normal. Et donc qu'est-ce qu'on va analyser ? On va analyser l'architecture. Donc on va faire comme on fait en clinique sur la sémiologie, les signes. Nous on va faire les signes sur la lame, c'est-à-dire qu'on va regarder l'architecture, comment normalement une tumeur quand elle est entre guillemets maligne, elle a tendance à, comme il disait dans le film, à envahir tout. Donc on va regarder l'architecture. On va regarder si ça ressemble à un type histologique qu'on connaît. Voilà. Et puis on va regarder les cellules. Est-ce qu'elles sont atypiques ? Est-ce qu'elles ont des mitoses, etc., etc.
Et puis, juste la mitose, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est exactement ? Eh bien, normalement, c'est là aussi, quand on fait la nappate, on se rend compte qu'on est génialement fait sur le plan humain. Parce que, normalement, tout est contrôlé. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne prolifère pas plus que ça devrait le faire. Et puis, quand on perd le contrôle, hein, le cancer, c'est la perte du contrôle, eh bien, ça commence à pousser. Et donc, les mitoses, c'est les cellules qui se divisent. Et ça se divise. Et on perd un petit peu le contrôle. Mais ce qui est extraordinaire quand même, il faut bien le dire, c'est qu'on fait probablement tous chacun des cancers au quotidien. Et il y a toujours des éléments, alors notamment il parlait des éléments inflammatoires, des éléments de l'immunité, etc., qui contrôlent ça. Donc on ne s'en rend pas compte. Et puis il y a des fois où ça dépasse le contrôle et c'est ça qui fait le cancer. Donc on va l'analyser sur la lame avec cette fameuse coloration HES rose, un peu comme ça, rose, bleu et jaune, qui est du safran de cuisine. Et puis ensuite, parfois, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. Donc on va avoir besoin de techniques complémentaires, des colorations spéciales et puis de l'immunohistochimie. Alors parlons de l'immunohistochimie, justement, je me tourne vers vous, Sarah. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'immunohistochimie ? C'est un outil supplémentaire à l'analyse morphologique d'une coloration classique qui est l'HES. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous dire la coloration HES, qu'est-ce qu'elle sert à regarder déjà, si c'est la coloration l'HES, c'est la coloration de base qu'on utilise avec les malins, l'éosine et le safran, et donc qui juste permet d'avoir une idée de l'architecture, de la morphologie, de la cytologie. Mais après, en fait, l'immuno, ça va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre tout d'abord de typer en fait la nature des cellules tumorales. Est-ce qu'elles ont une origine épithéliale? Est-ce qu'elles ont une origine mélanocytaire? Quelle est l'origine en fait de la cellule tumorale? Ça va nous permettre de voir quelle est leur fonction, comme est-ce qu'elle prolifère ou pas, justement, donc le fameux Ki67, est-ce qu'elle sécrète des enzymes, des hormones? Et puis, ça va aussi être dans un but thérapeutique. On va rechercher des cibles thérapeutiques comme l'HER2 dans le cancer du sein, comme PDL1 dans le cancer du poumon. Donc, des cibles thérapeutiques, ce sont des gènes ou des protéines, c'est ça? Alors, il y a différents types. Là, on va chercher un antigène, mais qui, en effet, est la représentation d'un gène. Et donc, en fait, c'est un antigène qu'on va marquer. En fait, le principe de l'immunohistochimie, c'est d'aller reconnaître un antigène avec un anticorps spécifique. Et en fait, ce complexe antigène-anticorps va être révélé par une réaction chimique grâce à une enzyme et un substrat. Et au final, cet antigène va être marqué par un marqueur coloré qui est en général du marron. Donc si jamais on voit du marron sur la lame, ça veut dire que l'antigène est présent. L'antigène qu'on recherche est présent. D'accord. Et donc vous, dans vos travaux de recherche, qu'est-ce que vous cherchez à... Moi, je travaille à l'unité INSERM UDI53 et dans le cadre de ma thèse de sciences, je travaille sur le multiplexage qui en fait consiste à faire plusieurs marquages sur une seule et même coupe de tissu. En immunohistochimie classique qu'on fait à l'hôpital en routine, on peut au maximum marquer 2 antigènes sur une même coupe. Une même coupe, c'est une même lame, c'est ça? Exactement. D'accord. Et avec le multiplexage, en fait, on peut avoir plus de 8 antigènes marqués simultanément. Après avoir obtenu ce multiplexage, on obtient donc une image avec plusieurs marqueurs différents et on va s'aider de logiciels spécifiques à l'analyse d'image, à la pathologie digitale pour en fait repérer ces marquages. Et donc la lame est scannée et on va donc passer sur ordinateur avec le logiciel d'image spécifique qui va permettre en fait de repérer de lui-même les cellules, repérer de lui-même les marquages et permettre de cartographier ces différents marquages et tout ça grâce à notamment l'intelligence artificielle. D'accord. Alors c'est une question que j'ai posée lors du dernier épisode, mais finalement est-ce que l'intelligence artificielle a vocation à remplacer un peu le métier d'anapathe si finalement c'est le logiciel qui reconnaît les antigènes? Non, parce qu'en fait ça va un jour, je l'espère, permettre d'aider les anapathes mais pas les remplacer parce qu'en fait
on fait un seuillage, donc on montre au logiciel, là c'est positif, là c'est négatif, mais ça c'est nous qui le décidons. Et après, en fait, seulement lui il va l'appliquer. Positif et négatif, positif ça veut dire qu'il est là, le marquage est là, négatif il n'est pas là. Voilà. Donc vous dites à l'ordinateur, là c'est marron, donc il est là. Pour moi, quand il y a un marquage comme ça, c'est positif. Quand le marquage est comme ça, c'est négatif. Donc on seuille. Et après, le logiciel va l'appliquer à toute une lame. Alors que moi, je n'aurais fait la sélection que sur une toute petite zone. D'accord. Donc en fait, vous ciblez quelque chose et le logiciel va permettre d'être plus large. D'accord. Ok. Donc c'est l'intérêt de numériser peut-être ces lames. D'accord. Et justement, Béatrice, je me retourne vers vous parce que justement, quand on peut peut-être parfois avoir des doutes sur ce que vous observez, et même si le logiciel pourra peut-être un jour aider à mieux diagnostiquer, mais on les envoie peut-être à d'autres laboratoires. Alors je ne sais pas comment ça se passe actuellement. Est-ce que les lames partent par camion quelque part ou est-ce qu'un jour la numérisation des images permettra de faire évaluer les lames par quelqu'un d'autre à distance? Alors c'est un sujet extrêmement important parce que vous avez vu dans le laboratoire que en fait l'anapathe, au sens anapathe, c'est pas une spécialité, c'est 15 à 20 spécialités. C'est-à-dire qu'il y a des gens, notamment dans les CHU, qui sont hyper spécialisés dans tel ou tel domaine. Celui qui fait du sein, moi je suis complètement nulle en pathologie mammaire, je ne me permettrai pas de faire un diagnostic d'expert en pathologie mammaire, je suis meilleure dans d'autres domaines. Donc on est à chacun un domaine de prédilection. Donc du coup, c'est très difficile, et c'est un peu ce qu'on a réalisé au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, c'est extrêmement difficile d'avoir dans chaque CHU, ou dans chaque hôpital, et même dans chaque CH par exemple, tous les spécialistes d'organes. C'est pas possible, on n'a pas 15 à 20 spécialistes, on n'est pas suffisamment nombreux. Et du coup, c'est hyper important que quand on a un doute diagnostique, on puisse dire qu'on a un doute, et on puisse l'envoyer à quelqu'un qui est un peu plus spécialisé dans le domaine. Et c'est ça qui fait aussi la qualité de notre métier, c'est de connaître un peu, de savoir un peu ses limites. Notre chance, c'est que c'est beaucoup plus facile d'envoyer des lames et des blocs, parce que ça prend moins de place que d'envoyer un patient lui-même se faire voir ailleurs. Donc on envoie par la poste des lames et des blocs, mais c'est vrai qu'on va aboutir à ce qu'on appelle la pathologie numérique, c'est-à-dire que petit à petit, et on le voit déjà dans d'autres laboratoires à l'étranger, mais aussi en France, maintenant on est arrivé à un stade où cette pathologie numérique est mûre, et probablement, on n'aura plus, quand vous viendrez visiter dans 5 ans, j'espère, il n'y aura plus de microscope dans le service. Il y aura uniquement des écrans et on regardera, les lames auront été numérisées et donc on regardera les lames sur des écrans, ce qui est très intéressant parce que ça permet la collaboration. Et on pourrait imaginer qu'un jeune pathologiste qui est tout seul dans son coin ne sache pas bien diagnostiquer et il a besoin d'un plus vieux qui est dans un autre hôpital et il peut lui montrer à distance. Donc ça change notre spécialité. C'est une spécialité qui devient une spécialité beaucoup plus collaborative et c'est beaucoup plus simple. Alors c'est le Covid qui nous a appris ça, parce qu'on a beaucoup partagé nos écrans avec Poitiers, Limoges, etc. Et c'est facile de partager, on a appris à partager nos écrans. Et donc il faut aboutir à ça, parce qu'on ne peut pas être hyper spécialisé dans tous les domaines. Voilà. Puis j'imagine quelque chose par rapport à vous, Christelle, grâce à la numérisation, peut-être que vous pourriez presque repartir avec l'image de votre tumeur, comme les femmes repartent avec l'échographie de leur bébé au moment où elles font les images. Oui. Est-ce qu'en tant que patient, ça vous intéresserait de justement savoir pourquoi est-ce que c'est tel cancer du sein plutôt qu'un autre? Quels sont les marqueurs qui ont finalement décidé le type de cancer? Ou est-ce que finalement, ces informations-là, vous n'en avez pas forcément besoin parce que tout ce qui vous importe, c'est la prise en charge? Quel est votre ressenti? Moi, je crois que c'est très intéressant de savoir parce que, en fait, après, ça peut conditionner aussi notre vie. Bon, peut-être que, si j'ai eu cette tumeur, c'est peut-être parce que j'ai pas fait comme ça, j'ai pas fait... Non, mais... C'est vrai aussi parce que moi je sais que quand je suis tombée malade, je suis allée voir sur internet pourquoi à la limite. Bon. Est-ce que sur internet vous aviez exactement le nom exact de votre pathologie pour trouver Non. J'ai regardé les symptômes, et pourquoi la cause. Et puis finalement je me suis aperçue que non, j'avais pas. J'ai eu le cancer, mais j'ai pas trouvé les causes dans l'internet finalement. Mais c'est vrai qu'après, pour avoir une hygiène de vie. Moi, ça me paraît important, oui. Et le nom, moi je pense aussi au nom de la pathologie, parce qu'on a entendu dans le film parler d'un séminome pété, je ne sais quoi. Oui. Le patient, je ne pense pas qu'il ait cette information. Non, moi je dis j'ai un cancer du sein.
Voilà. Après, j'ai pas dit je suis... Après, je pense que c'est important que pour les patients, je crois que c'est important de comprendre comment on est arrivé au diagnostic et puis de comprendre quelle cible thérapeutique on a trouvée, etc. Et voilà, je pense que c'est important pour vous que vous compreniez le mécanisme aussi et pourquoi on va vous traiter avec telle ou telle chose plutôt que telle autre, quoi. Puis on s'imagine pas, une fois que, on nous a enlevé la tumeur, toute l'étude qu'il y a... Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est rassurant parce que il n'y a pas qu'un médecin qui décide. Parce que alors ça, c'est hyper important ce que vous dites. Il n'y a pas qu'un médecin. Parce que finalement, moi, quand on m'a enlevé la tumeur, après, j'ai vu l'oncologue, j'ai vu la chirurgienne qui m'a opéré. Mais c'est bien parce qu'au moins on se dit, mais elle n'est pas toute seule. Et ça, c'est essentiel, et c'est quand même la nouveauté. Enfin, la nouveauté, non, ça fait quand même quelques années qu'il y a des réunions de concertation pluridisciplinaire où on ne prend pas une décision thérapeutique sans avoir consulté différentes spécialités, dont la nôtre. Et effectivement, probablement vis-à-vis de vous, je crois pas que vous sachiez qu'on existait avant de venir. Non. Alors, je savais que ça existait parce que j'ai une amie qui travaille dans ce domaine. Je savais que ça existait. Ouais. Bon, quand je tombais malade, elle m'a expliqué pas mal de choses, justement, pour me rassurer d'un autre côté. Mais c'est vrai que c'est rassurant parce qu'on se dit, si j'ai quelque chose, il y a une trace de ce que j'ai subi, de ce que j'ai eu, la science, les progrès de la science, c'est extraordinaire. Et de savoir que ça existe, moi, ça me rassure. Ouais. Je me dis, si je récidive, ils auront des données. Ils sauront, et je suis pas, je ne serai pas une inconnue finalement. Et juste pour revenir, donc, les réunions de concertation pluridisciplinaire, donc un médecin, un apathe est présent pour justement donner son avis sur le diagnostic, pronostic. Est-ce que justement l'immunohistochimie qui a été faite en amont et sur l'étude des gènes, ça peut justement indiquer des traitements? Oui, tout à fait. Par exemple, dans le cadre du cancer du sein, on va rechercher la présence ou non des récepteurs à l'œstrogène et à la progestérone pour savoir si on peut donner une hormonothérapie à la patiente. On va rechercher une surexpression d'HER2 pour savoir si on peut lui donner du trastuzumab, un anti-HER2. Et de plus en plus, aujourd'hui, on va faire des recherches comme ça précises de certains antigènes pour savoir si ça va être bénéfique ou pas aux patients. Parce qu'évidemment, si les cellules tumorales n'expriment pas ces récepteurs ou ne surexpriment pas HER2, ça ne sert à rien de donner ces traitements. Oui, donc ça veut dire qu'un cancer du sein, finalement, en fonction qu'il a ou pas tel ou tel gène, il ne va pas être traité de la même façon. Voilà, suivant son profil, on dit le phénotype, donc sa carte un peu d'identité en quelque sorte, avec est-ce que récepteur hormonaux positif, HER2 positif, PDL1 positif, il va avoir sa carte et à partir de là, ça aide à diriger le schéma thérapeutique du patient. Et on va encore plus loin parce qu'en fait, sur le même bloc de paraffine que vous avez vu, on le confie à un autre laboratoire qui s'appelle le laboratoire de biologie des tumeurs et eux, ils enlèvent un petit bout, ils font une extraction de l'ADN de la tumeur et ils regardent d'autres anomalies, des mutations, etc. pour voir si ces autres anomalies, elles pourront faire l'objet de traitements. Et donc, c'est ce qu'on appelle la thérapie personnalisée aujourd'hui, en fait. C'est personnalisé en fonction de votre tumeur. Voilà. Et un autre rôle très important de l'anapathe, c'est sur les pièces opératoires de pouvoir prédire le pronostic, parce qu'on va dire, est-ce que ce fameux TNM, là, c'est des arguments sur la tumeur, est-ce que les ganglions sont envahis, etc. Et donc ça aussi, c'est le rôle, la prise en charge de la macroscopie pour voir le nombre de ganglions, etc. Donc la macroscopie, c'est la pièce opératoire qu'on examine. Dans son ensemble, au départ, qu'examiner, mesurer, peser... Mesurer, peser avec un centimètre, effectivement. Parce que par exemple, pour le cancer du poumon, en fonction de la taille au centimètre de la tumeur, c'est pas le même stade. Enfin, ça paraît très artisanal, mais c'est la réalité. Voilà. D'accord. Merci à toutes les trois d'avoir répondu à mes questions et participé à cet échange. On a compris que la confirmation d'un diagnostic passait par cette analyse de la tumeur au microscope et évidemment ça entraîne ensuite une prise en charge vraiment personnalisée en fonction du patient qui n'est pas sans conséquence sur l'image qu'il peut avoir de lui-même et sur sa vie avec la maladie. Et donc on abordera ces questions-là lors de l'épisode 3. À bientôt!